Et salut à toi, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode, de nouveau, le retour des formats interview avec une invitée que je vais vous présenter dans quelques instants, juste après le traditionnel remerciement à la communauté des soutiens participatifs Patreon. Comme je le répète assez régulièrement, vous savez, dans le LTP, on essaie de limiter le maximum la présence de publicité et de rapports avec les marques pour garder toute indépendance. Et donc, il a été choisi de faire appel à une communauté de soutien participatif des créateurs de contenu sur la plateforme Patreon. Et donc à partir de quelques euros par mois, vous pouvez soutenir le LTP, la création de contenu qui est faite de manière indépendante. Et donc vous pouvez également bénéficier de tout un tas de contenus additionnels dont d'ailleurs je vais vous faire passer un petit extrait à la fin de cet échange. On a fait appel à Yannick Delattre qui est Patreon, basé en Australie, qui est absolument passionné de littérature, de filmographie et de podcasts en lien avec la pratique du trail et des sports d'endurance. Et donc on a créé une petite rubrique qui s'appelle les recos de Yannick et dont nous allons échanger pendant une petite heure sur les différentes recos du moment de Yannick en ce qui concerne la littérature, en ce qui concerne les livres et les films. Et donc vous pouvez retrouver ce type de contenu et puis vous intégrerez bien évidemment une communauté de trailers passionnés et de sportifs aussi, et dans lequel nous échangeons énormément par différents moyens comme la visio mensuelle, le groupe WhatsApp, et puis on essaie de se retrouver également tous les ans sur un week-end où on partage un merveilleux moment en commun. Donc si vous souhaitez aider le LTP et intégrer une communauté de soutien participatif, rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, j'ai décidé de donner la parole, de recevoir Marie Perrier, qui est d'origine mauricienne et qui a posé ses valises dans la région de Montpellier pour ses études. Elle a d'ailleurs 2 masters en communication et marketing digital. Et donc Marie nous expliquera un petit peu sa pratique sportive, et qui a commencé par la route, et puis elle a bifurqué vers le trail, et puis elle est revenue là ces derniers temps sur une pratique de la route, et notamment pour préparer les derniers Jeux Olympiques dont elle nous parlera en longueur pour représenter l'île Maurice. J'espère que vous apprécierez cet échange et je vous laisse profiter de la discussion avec Marie Perrier. Bonne écoute. Salut Marie, je suis extrêmement heureux de te retrouver sur le podcast. Comment vas-tu ? Très bien, je vais bien, merci. Et toi ? Ah ben ça va, super. Alors encore une fois, Marie Perrier, très honoré de te recevoir sur le podcast. On va parler d'énormément de choses. Je crois que tu as participé au JO là, au JO de Paris, avec une belle performance. Il y a plein de choses à dire. On va parler de ton historique sportif, mais tu me disais juste avant que je faisais partie, le LTP fait partie des podcasts que t'écoutes, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Déjà, dans un premier temps, Marie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour sortir un petit peu du cadre sportif, mais plutôt général? Ouais, donc du coup j'ai 29 ans, je suis de nationalité mauricienne, j'habite à Montpellier, je me suis installée en France il y a 9 ans pour les études, et donc on est une fratrie de 4, donc j'ai un grand frère et 2 petites sœurs qui sont également en France. Sinon, le reste de ma famille est principalement à Maurice. Je fais de la course à pied, je fais du trail. Et sinon, j'ai fait des études en communication et là, je suis en train de me réorienter pour devenir coach sportif. Ok, très bien. Ah, intéressant. On va pouvoir parler donc de sujets-là, sujet entraînement, ça va te parler. Bon, cool. Mauricienne, depuis un petit moment en France, j'imagine pour le travail, c'est ça ? Pour les études. Pour les études. Ouais. Je suis ici pour ma licence et ensuite je suis restée après les études. Ok. On va parler dans un premier temps de ton enfance, de l'environnement dans lequel tu as grandi. Donc tu m'as dit une fratrie de 4. Moi je connais un petit peu l'île Maurice. Alors j'y suis allé en voyage de noces, tiens, avec Virginie, où on avait fait le fameux combo à l'époque Réunion Maurice, qui était bien connu
de beaucoup, j'ai découvert une île particulière, très sauvage, avec avec une forte culture anglaise, il me semble, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, ça a été sous l'égide de l'Angleterre pendant un moment, je crois, Oui, mais de la France aussi. Donc, de la France on a aussi. justement un mix Mm. français-anglais. On parle très bien l'anglais surtout, on l'écrit surtout, c'est la langue officielle administrative. Mhm. Et sinon, on parle dans la vie de tous les jours en français, quoi. Ok. C'est quoi la vie de Marie et de sa famille sur l'île Maurice? Ça ressemble à quoi du coup? J'ai fait toute mon enfance là-bas, donc c'était l'école, la famille. J'ai une très grande famille. Mon père, ils sont une fratrie de 9. Ils sont très très proches. Chaque enfant a eu des enfants, qui ont eu des enfants. Enfin bref, je suis très famille. Je passe beaucoup de temps avec mes oncles, mes cousins, etc. Sinon, le quotidien, c'était l'école. Après l'école, c'était toujours une activité sportive pour moi. Mhm. Ça me permet de me canaliser et je suis un peu hyperactive. Et sinon, voilà, les copains, la plage, et voilà. Et plus tardivement, le trail, du coup, vers les 17 ans. Et voilà, maintenant, quand je rentre à Maurice, je rentre maximum tous les 2 ans. Ça peut m'arriver que je rentre plus souvent sur une année, dépendant des objectifs, des objectifs sportifs que j'ai. Mais du coup, quand je rentre en vacances, voilà, c'est famille, plage et voilà, quoi. Une, Se euh, ressourcer. une enfance hyper active, tu l'as senti très tôt que tu avais besoin de te dépenser comme ça. Et est-ce que c'était le cas aussi de tes frères et sœurs? Est-ce que t'étais ouais, est-ce que cette caractéristique-là a fait en sorte que tu sortais un peu du lot, tu penses? Euh, je pense que j'aimais plus bouger que mon frère et ma sœur, oui. Mhm. Moi, par exemple, j'aimais pas regarder la télé, j'étais toujours en extérieur, à jouer, à courir. Et après, même après l'école, plus tardivement, à partir de mes 15 ans, tous les jours de la semaine, j'allais au sport dès que je rentrais de l'école, quoi. Mhm. J'avais besoin d'avoir cette dose de sport avant de rentrer chez moi, installer le devoir et manger, quoi. Moi qu'il est un peu constaté sur place, j'ai quand même trouvé que par endroit, alors encore une fois en tant que touriste, donc on n'a pas forcément la possibilité de bien se rendre compte de ce qu'est la réalité de la vie d'un pays, hein, souvent, mais j'ai pu quand même constater que il y avait par moments dans certaines parties de l'île notamment des conditions de vie difficiles. Toi, c'est des choses est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton éclairage là-dessus, toi qui a vécu? C'est vrai que il y a quand même pas mal d'inégalités à l'île Maurice. Mhm. Il y a Il y a, oui, mais ces inégalités ne créent pas des conflits en fait au sein du pays. Le salaire moyen est très bas à l'île Maurice, ce qui fait que en fait, il y a pas mal de gens qui, qui ont des employés de maison, donc des femmes de ménage, des jardiniers, etc. Mhm. Et donc il y a d'une partie de l'île des bidonvilles dans une partie de l'île, et il peut avoir juste à côté, 1 kilomètre plus loin, en fait un village où il y a des gens beaucoup plus aisés. Mais par contre, ça ne crée pas de conflit entre ces deux communautés. Et moi, je faisais partie, j'ai la chance de venir d'une famille relativement aisée. On a été dans des lycées privés à l'île Maurice. Et par contre, voilà, j'ai quand même eu une éducation où en fait, j'avais pas ce que je voulais. Il fallait en fait travailler pour avoir ce qu'on veut dans la vie et j'avais pas les choses facilement, quoi. Donc voilà. La place de la famille, tu en as parlé juste avant, très importante. C'était quoi une immense famille avec plein d'oncles, plein de tantes, avec Ouais, une ouais. vie familiale assez importante, j'imagine. Oui, alors ma grand-mère, qui est décédée il y a quelques années, elle a toujours mis en fait l'importance de la famille et même mon grand-père. En fait, ils ont instauré quelque chose, c'est que tous les dimanches, il y a le grand déjeuner familial dans une maison sur la plage où personne n'habite en fait, mais qui appartient en fait à tous les membres de la famille. Ok. Et donc on va tous les dimanches déjeuner en famille. Parfois, il se peut qu'on soit 20, comme 50, comme 60. Et à Noël, on est une centaine, pour avoir plus.
Donc il y a vraiment de la place pour accueillir tout le monde et du coup, tous les dimanches on se revoit, donc on grandit ensemble. C'est super. Et en plus de ça, il y a aussi à côté les anniversaires. Donc dès que c'est l'anniversaire de l'un ou de l'autre, il y a toujours quelque chose à fêter, soit le vendredi, soit le samedi, soit un jour de la semaine. Donc ce qui fait que je vois ma famille tout le temps, quoi. Et c'est quoi la vision de l'extérieur de Marie quand t'es petite? C'est quoi ta vision du monde? Je sais qu'il y a une très grande proximité, notamment avec la Réunion. Tu y allais régulièrement, toi, à la Réunion? Est-ce que voilà, c'était quoi un petit peu ta vision de ce qui se passait en dehors de l'île Euh, Maurice? j'ai mon premier voyage, c'était à 15 ans, Mhm. à La Réunion, justement. Donc, La Réunion, j'allais pas souvent parce que les billets sont quand même chers. C'est une destination au monde où le rapport kilomètre-prix est hyper élevé. Ok. Donc, je voyageais pas, en fait, je voyageais pas souvent. Dans ma famille aussi, on n'avait pas forcément, avec mes parents, ils n'avaient pas forcément les moyens de faire des voyages en famille, des choses comme ça. Donc, j'ai pas voyagé. Les premiers voyages ont été ensuite, quand j'étais en études, quoi. À part les petits séjours à La Réunion, voilà. Et qu'est-ce que tu te rêvais, Marie, quand tu étais petite? T'as intégré des études de marketing, c'est ça, immédiatement? Pour la communication. Communication, pourquoi Après t'as le choisi bac, ce... je savais pas quoi faire. Mhm. J'ai commencé par 2 années d'études à l'île Maurice. J'avais fait Sciences Po, qui te permettait justement de te spécialiser ensuite dans ce que tu voulais parce que c'est général. Et ensuite, j'ai eu un peu plus d'attirance vers la communication. Et je suis quand même partie dans une licence de gestion, donc c'était 3 années d'études où ça restait général. Je pouvais faire de l'administration d'entreprise, de la communication, de la comptabilité, etc. Et après, je me spécialisais en master. Et voilà, j'ai aimé la communication. Mon frère aussi a fait de la communication. Mhm. Et du coup, je suis partie dedans, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu voulais y faire dans ce domaine-là, communication? C'était plutôt, tu savais déjà que le sport, ça avait une place importante dans ta vie. T'avais pas trop d'idée de quel domaine dans quel domaine Non, t'allais j'avais pas exercer? trop. À Maurice, je pensais qu'en fait à Maurice, la communication aussi ça aurait été pas mal sur. On est une île, l'activité principale c'est le tourisme en fait, et Mhm. donc voilà, c'était des cours qui me plaisaient aussi de la communication, et je me suis dit que avec aujourd'hui c'est une partie de l'entreprise qui est en fait qui est hyper importante pour vendre un produit ou un service, et voilà, j'avais pas forcément d'idée de vraiment travailler dans le sport, bien Mhm. que ça aurait été mon rêve, mais je distinguais quand même le sport et la vie pro, quoi, Mhm. la vie professionnelle. Et aujourd'hui, je reviens au point où en fait, non, c'est pas deux choses distinctes, c'est ma passion et je veux travailler dedans aussi, quoi. On va revenir un peu sur la partie tourisme justement. Moi qui l'ai vu aussi, hein, effectivement le tourisme c'est un élément hyper important de l'île. D'ailleurs c'est un des éléments qui m'a le plus marqué moi sur Maurice, c'est la qualité de l'accueil. Hein. Culturellement à Maurice c'est vraiment quelque chose qui est important, l'accueil des touristes et le fait que il y a une compréhension du fait que justement le tourisme c'est hyper important pour le développement et pour la vie la vie de l'île. Ouais, c'est vrai que tout le monde le dit quand on va à Maurice, les gens sont hyper souriants, hyper accueillants, c'est très chaleureux et c'est vrai en fait. Je pense que oui, c'est un aspect du tourisme qui nous est favorable et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce secteur-là, donc je sais pas, c'est juste, je pense, dans les habitudes et dans la culture d'être comme ça, quoi. Mhm. Sur l'aspect un peu plus géographique, géologique, etc. Est-ce que tu peux décrire un peu pour ceux qui connaissent pas du tout l'île, à quoi ça ressemble Maurice, quels sont les reliefs qu'on peut rencontrer, est-ce que voilà, quelle est la taille de l'île, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit descriptif rapide? Alors, l'île Maurice, c'est une petite île dans l'océan Indien à côté de la Réunion, Mhm. principalement composée de. Ce qui est beau à l'île Maurice, c'est que tu as des chaînes de montagnes, donc pas très hautes, mais proches de la mer. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si tu vas dans le sud-ouest de l'île, tu as la montagne du Morne, qui est vraiment, tu es au pied de la plage au sable blanc et de l'eau turquoise, quoi. Donc, Mhm. quand tu montes d'en haut, tu as une vue incroyable sur la côte et sur le littoral.
On a une population d'1 300 000. Donc voilà. Et après, c'est pas très grand. Tu traverses l'île en 1 heure, 1 heure et quart de route, en fait. Et voilà, je crois que je sais pas si je vais dire les bêtises, 60 kilomètres enfin, non, je vais pas me prononcer là-dessus. Sur la superficie, et la longueur et la largeur. Et, C'est une île qui est relativement peu étendue, mais qui a du relief particulier, justement, d'ailleurs, par rapport à cet ouais. aspect-là. Vas-y. Alors, c'est 2000 mètres carrés, voilà, la Mhm. superficie. Et du coup, elle fait 65 kilomètres de long et 45 de large. Donc, c'est pas très, très grand, quoi. Donc, c'est une terre avec du relief. Je crois que tu disais tout à l'heure que tu as commencé, et j'ai vu aussi en préparant l'émission que tu avais commencé le trail à 16 ans, donc sur l'île, mais j'aimerais comprendre un petit peu le contexte qui t'a amené à commencer cette pratique et c'est quoi le trail pour, enfin, c'est quoi le trail pour l'île de la Réunion? Pour l'île Oui, pour Maurice, les pardon. Maurice. Pardon. C'est quoi le trail? C'est une pratique qui est de plus en plus populaire. De plus en plus de monde en fait. Mhm. Et en fait, on n'a pas des gros sommets parce que le sommet fait 828 mètres, donc c'est bas. Mais on a quand même des chaînes qui fait qu'on peut, dans le parc national, cumuler des 3000 mètres de dénivelé si on veut sur des distances. Donc voilà, c'est un sport qui est très convivial, très familial, ouvert à tout le monde en fait. Et c'est un sport qui est de plus en plus apprécié parce que justement, il n'y a pas besoin de grand-chose si on veut s'y mettre. On a aussi une association à l'île Maurice qui s'appelle Rando Trail et Nature qui organise des courses tout au long de l'année. Ça coûte pas très cher, c'est pas une très très grande organisation, mais voilà, c'est très, comme je dis, convivial, familial, simple en fait, et on retrouve un bel esprit, je trouve, dans ce monde-là en fait. On fait beaucoup de rencontres et c'est incroyable, quoi. J'ai vu que bon, il y a un événement qui est quand même reconnu et dont on parle le plus hein, pour l'île Maurice, c'est le Dodo Trail, il me semble. Je crois que C'est pas une des courses les plus connues, mais d'accord. Ok. il y en a plusieurs en fait. Il y a de plus en plus de groupes hôteliers, des grandes entreprises qui en fait se dirigent aussi vers l'organisation d'événements sportifs, notamment via le trail. Mhm. Le Dodo Trail en fait partie, mais par exemple moi je suis marraine d'un événement à Maurice qui s'appelle le Beach Combat Trail, Ok. et qui est aussi une course internationale. Là, récemment, il y a l'UTMB qui a ouvert aussi. Donc, c'est possible de gagner ses points pour l'UTMB à l'île Maurice. Mhm. Et voilà, c'est principalement les courses les plus connues, avec aussi le Fer des Trails qui a lieu en septembre, là. Euh, donc, voilà. Et donc pour en revenir à ton début de pratique du trail, est-ce que tu peux nous contextualiser un petit peu comment alors on a compris, hein, t'es une fille qui a besoin de beaucoup bouger. Et comment tu rencontres le trail? C'est quoi tes premiers moments de trail? Moi, je connaissais pas vraiment ce sport-là et je savais pas qu'il y avait des courses qui étaient organisées par Rando Trail Nature, là, comme je t'ai cité. Mhm. C'est un ami un jour qui savait que j'aimais courir et qui m'a dit est-ce que tu peux pas venir faire un trail? Moi, j'aimais la compétition, donc ça m'arrivait parfois de faire des crosses à Maurice. Et donc j'en ai fait quelques-uns et du coup j'aimais la compétition, j'aimais la course à pied, donc euh, j'ai été faire cette course-là et je suis tombée d'amour pour le sport, pour la nature, pour les gens et l'ambiance. Et en plus de ça, pour couronner le tout, je gagnais en fait les courses. Donc voilà, je suis tombée dedans et j'en ai fait. Du coup, il y a une course tous les mois à peu près. Mhm. Comme j'ai rencontré du monde, j'ai rejoint un petit groupe de trailers aussi qui s'entraînaient tous les samedis dans le parc national. Donc j'allais tous les samedis matin m'entraîner avec eux. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des courses ensuite en France. J'ai été championne de Maurice de trail aussi. J'ai eu quelques premiers sponsors et puis la suite s'est faite en France. Voilà, Ok, comme tu sais. intéressant. Qu'est-ce que t'as parlé de la convivialité dans cette pratique? C'est vraiment quelque chose qui t'a marqué à l'île Maurice, etc. Et tu as senti que que tu rentrais dans une communauté à part. T'as senti quelque chose de différent dans cette discipline? Euh,
En fait, à Maurice, comme je te disais, les gens sont quand même tous, moi je trouve, bienveillants et gentils et toujours ouverts à aller vers les autres, etc. Et en fait, tout simplement pratiquer une activité sportive et partager ces valeurs-là, en fait, ça contribue justement à ce que les gens s'ouvrent encore plus et rencontrent de nouvelles personnes, en fait. Donc, ça juste élargit ton cercle de personnes que tu connais, que tu côtoies. Et donc forcément, ça joue sur la motivation à y aller. Donc tu quittes Lille. Petite question, est-ce que tu peux nous expliquer pour les études, tu t'en vas, tu arrives en métropole, c'est quoi ton ressenti à ce moment-là? C'est dur pour toi de quitter ton île de natale? Euh, c'est non, parce que c'était un peu un rêve depuis qu'on est petit, un rêve entre guillemets de pouvoir partir en études. Tous mes cousins l'ont fait, tous mes amis quand j'étais au bac étaient partis aussi en France parce qu'en fait on était dans un lycée français et à Maurice il y avait à mon époque très peu d'études supérieures. Donc on pouvait pas vraiment étudier sur le territoire. Donc moi j'ai Sciences Po qui a ouvert, donc j'ai foncé dedans. Bien que je préférais aller quand même en France. Mais mon frère, par exemple, il est parti tout de suite après le bac. Et donc, j'avais cette excitation, en fait, de découvrir la vie étudiante, de vivre tout ce qu'on nous raconte, en fait, à cet âge-là, quoi. Donc, j'étais assez excitée. Et après, j'avais mon frère qui était déjà en France. Donc, j'avais un peu de famille en France. Et par contre, le côté où c'était un peu plus difficile, c'était que je m'étais mise en relation, j'étais en couple avec quelqu'un quelques mois avant de partir. Donc, ce qui fait je suis partie en études en commençant une relation à distance. Et du coup, ça c'était plus compliqué parce que forcément, c'est difficile quoi la distance. Bien sûr. Donc voilà. Et quand tu arrives en France, donc les études, et puis là je vois, alors c'était en quelle année que tu arrives en France, En 2015. 2015. Ouais. Je vois les premiers résultats listés, alors peut-être qu'il y a eu des choses avant, mais je vois un des premiers résultats de trail en France qui est sur le marathon d'Écosse sur le Festival des Templiers 2017 où tu termines deuxième. C'est ta première course? De mémoire, oui. Alors, c'est mon premier trail, c'est pas ma première course. Ouais. En fait, quand je suis arrivée en France, mes 2 premières années se sont faites à La Rochelle. Donc, entre 2015 et 2017, Okay. j'étais à La Rochelle. Et du coup, c'était plat, donc je peux pas faire de trail. Je suis partie dans le club d'athlétisme, donc j'ai fait 2 ans d'athlétisme. Et c'est là que j'ai fait mes premières courses en France. Du coup, là, c'était des 10 km et semi-marathon. Et ensuite, entre 2015 et 2017, j'étais à La Rochelle. J'étais dans un club d'athlétisme, donc je me suis mise à faire de la route, donc 10 km et semi-marathon. Et en 2017, j'ai bougé à Toulouse, donc plus proche des Pyrénées. C'était pour faire mon master à Toulouse et rejoindre mon frère et ma sœur. Et du coup, là, j'ai pu commencer à m'entraîner pour du trail. Et c'est à ce moment-là que j'ai été coachée par Pascal Valouchi aussi, donc spécialiste de trail. Et donc, j'ai fait ma première course à Millau avec le Festival des Templiers. Et après, là, je crois que la deuxième de mémoire, ça devait être la Marathon Race à Annecy. Trail Rome apparemment, non? Ah, peut-être, ouais, c'est ça. Trail Rome et qualifié au championnat de France. l'Anzac Trip Trail aussi. Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai. La Marathon Race est arrivée en 2019, je crois. Parce que j'avais fait ces courses pour me qualifier au championnat de France de trail en 2018. Voilà. Donc des super performances dès le début, hein. On voit que faire deuxième sur le marathon d'Écosse, qu'est-ce que ça t'inspire à ce moment-là de entre guillemets transformer l'essai, hein, sur des courses qui sont quand même relevées, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu le vis? J'étais hyper contente. Ça arrivait que quelques semaines après que Pascal ait commencé à me coacher. Donc, je savais que j'avais encore beaucoup à progresser parce que je n'étais pas vraiment encore entraînée par lui. Et donc, c'était juste l'appétit qui entrait, en fait. T'as parlé donc tu t'étais suivi par Pascal. Tu sais que je l'ai reçu à de nombreuses reprises, Pascal, au micro du podcast pendant de nombreuses années. On pense à lui très fort. Qu'est-ce qui t'apprend, Pascal, au début de ta collaboration avec lui? C'est quoi les premières choses qui te viennent à l'esprit là?
J'ai pas de choses particulières qui me viennent à l'esprit, mais que je vais poser quand même pas mal de questions sur l'entraînement, sur pourquoi je fais telle séance ou telle chose. Et il était assez quand même pédagogue et il prenait le temps de m'expliquer. Il était content aussi d'ailleurs que ça m'intéresse. Mhm. Et ça, c'était chouette, quoi. On était quand même très proches et il était toujours hyper disponible. On communiquait souvent. Voilà. Qu'est-ce que tu as senti immédiatement lorsque tu as commencé le trail comme ça, que ça t'intéressait justement cette notion de coaching, de performance, tout ça, immédiatement ça t'a intéressé? T'es quelqu'un de curieuse toi initialement? Euh, Relativement, oui. Et c'est vrai que en fait, je voulais comprendre comment progresser en fait et comment je pourrais progresser, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc comprendre au moins les bases quoi. Même si c'est pas, je suis pas très, je suis de plus en plus penchée sur le côté scientifique, mais au départ pas vraiment. Donc j'aime pas trop les sciences. Mhm. Mais voilà, je veux comprendre en fait pourquoi, qu'est-ce que je peux améliorer pour progresser et en fait sur quoi jouer. Donc c'est vrai que je lui posais des questions. C'est quoi qui te semble le plus différent par rapport à l'île Maurice, le trail en France? Alors il y a autant de trails en France il y a de régions, il y Mhm. a de territoires, hein, on est d'accord. Mais Ouais. globalement, qu'est-ce qui te paraît le plus difficile quand tu commences à faire du trail en France? La densité, Ouais. c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de niveaux ici. Ça n'a rien à voir avec l'île Maurice et donc il y a plus esprit de compétition aussi, Mhm. surtout chez les femmes. Alors qu'à l'île Maurice, en fait, j'ai plus l'impression que il y a de la compétition, mais les gens font aussi surtout ça pour se faire plaisir et voilà, les courses sont moins professionnalisées aussi, c'est-à-dire moins professionnelles, pardon. Mhm. C'est-à-dire que Maurice, une course sur quatre, on prend le départ pratiquement à coup de sifflet et le balisage est fait par les bénévoles et après la course, on a juste une petite bouteille d'eau et qui est distribuée dans une voiture et voilà quoi. Mais c'est hyper convivial. Et sinon, voilà, principalement ça. On voit que dans tes résultats, on voit une performance. Alors, on voit que tu as commencé par le Festival des Templiers. Ensuite, t'es resté plutôt la Verticos, le Trail Rome, etc. Après, tu passes sur la Maxi Race, mais on voit que tu fais une super performance sur la Sky Race de Montgenèvre. D'après toi, au début, là, c'est quoi qui te plaît le plus quand tu te mets vraiment, c'est aux alentours 2017-2018, quand tu te mets au trail vraiment, c'est Parce qu'Eric, quoi c'était les championnats de France, non? ouais, Il me semble, en ouais. 2018. Donc Ouais. ouais. C'est quoi qui te plaît le plus dans le trail? C'est plutôt les formats roulants ou les formats montagne avec beaucoup de Non, roulant. dénivelé, roulant. Tu sens que tu es Roulant. plus à l'aise sur le roulant? Ouais. J'ai toujours été plus à l'aise sur le roulant et bien que la Skyrace, c'était pas un format roulant. Non. Mais oui, j'ai plus de facilité sur le plat. Ok. Et si tu devais ressortir quelques moments clés de ta carrière de traileuse, alors, on va rester sur le trail aujourd'hui, hein, on parlera un petit peu plus Mhm. tard du marathon, mais qu'est-ce que tu ressortirais si je devais te demander de sélectionner deux ou trois courses qui te semblent importantes dans ta carrière de traileuse? Euh, Principalement mes débuts, je dirais. Déjà les championnats de France, ça me gève là. Mhm. J'ai remporté les championnats de France en 2018. Donc c'était une de mes premières courses, comme tu disais. C'était juste incroyable d'arriver à ce niveau-là, en fait, aussi rapidement. J'ai pas été titrée championne de France parce que je suis mauricienne, Mhm. mais c'était un résultat qui me tenait beaucoup à cœur. Et après, sinon, il y avait quoi d'autre? Je sais pas, j'adore toutes mes courses et enfin pas toutes, mais principalement toutes mes courses, les moments que ça nous fait vivre, même si parfois c'est pas les résultats espérés. Je dirais non, principalement ça, ouais. Voilà. On voit que tu es majoritairement sur des formats, on va dire, qu'on considère courts.
ou moyen, on va dire, sur jusqu'à des maratrails, etc. On voit des résultats jusqu'à des 60 km globalement. Toi, c'est quelque chose de volontaire. Tu veux pas forcément trop allonger les distances. C'est pas quelque chose qui t'intéresse? En fait, on voyait avec Pascal enfin, il fallait rester progressif en fait. Donc ça faisait pas longtemps que je faisais du trail non plus. Pour pouvoir monter sur des 80 ou sur des voilà ou sur du plus long, il faut déjà en fait faire des 40 puis des 60. Je suis montée jusqu'à 60 déjà Mhm. avec Nice UTMB Ouais. et euh, et donc, c'est resté d'un côté de ma tête, mais après, c'était des efforts qui me convenaient bien. Et surtout, dans le quotidien, c'était plus facile pour moi de m'entraîner pour des distances comme celle-ci parce que j'habitais à Toulouse, puis à Montpellier. Et en fait, voilà, il faut tout de suite prendre la voiture pour aller faire des kilomètres en montagne. Et à la semaine, c'est pas possible. Et le week-end, il faut quand même s'organiser. J'avais pas de voiture à l'époque pour aller en montagne, passer plusieurs heures. Donc voilà, c'est vrai que si tu vas sur des distances plus longues, il faut t'engager aussi à t'entraîner, faire plus de kilomètres en montagne, plus de spécifiques. Et moi, c'était pas quelque chose que je pouvais faire suffisamment pour être performante, quoi. Hmm. Tu nous as parlé juste avant de ton plus beau moment de trail avec les championnats de France, si je dis pas de bêtises. Ça serait quoi ton pire moment de trail jusqu'à présent, si le premier qui te vient en tête là? J'ai pas de pire moment. T'en as pas du tout? Il y a rien qui me vient en tête Quelle chance. là. C'est le fait de Je crois positiver. que c'est l'oubli, je pense. Ouais. C'est le fait de. Tu penses que c'est le fait de positiver tout ce qui t'arrive. Il y a pas eu un moment où le fameux moment qu'est-ce que je fous là, hein, tu t'es jamais Si, tout le dit temps, mais ça arrive à chaque course. Ça dépend du moment de la course, en fait. ça fait partie du Ça arrive process. toujours à un moment. Et après, non, je peux pas dire. Ou alors j'ai une mémoire qui est pas très bonne, mais mais non, j'ai pas d'événements marquants comme ça qui fait que j'ai. Ah si, voilà, j'en retrouve un. C'était une course vers Grenoble que j'avais faite. C'était un 46 kilomètres, je crois, avec 3000 mètres de dénivelé dans la neige. Et vraiment beaucoup de neige. La neige arrivait jusqu'aux genoux. Derrière, je me suis fait une fracture de fatigue d'ailleurs. Ah ouais. C'était hyper exigeant, hyper froid. Surtout le froid, j'aime pas trop ça. Donc, euh, donc voilà, ça c'était vraiment C'est à ce moment-là un quoi. moment un peu plus compliqué parce que il faisait froid, j'étais en hypoglycémie Mhm. et après j'ai gagné la course quand même. Donc tu vois, les moments négatifs sont contrebalancés par d'autres aspects positifs. Est-ce que tu penses que, pour rentrer un petit peu plus dans le détail et revenir aussi à l'état d'esprit mauricien, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'aide, cet état d'esprit culturellement positif, on va dire? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose sur lequel tu peux capitaliser dans tes courses notamment? Non, je dirais pas, je dirais plutôt l'éducation, je pense. Mhm. Voilà, c'est plus des caractères aussi, l'éducation que j'ai eue de mes parents aussi. Et voilà. Tu sais que dans le trail, on a souvent des moments. Alors, il y a les fameux moments qu'est-ce que je fous là, mais il y a aussi les moments extraordinaires. C'est un moment unique. Alors, peut-être qu'il y en a un qui va devenir en tête, un moment unique. Donc forcément lié au trail et pas forcément le plus beau, mais le plus atypique. Quelque chose qui t'a marqué, qui t'a fait sourire ou que t'as trouvé un peu cocasse. Est-ce que t'as quelque chose qui te vient en tête? Hum, Avoir besoin de faire pipi sur une course, pas pouvoir s'arrêter. Je me rappelle que à la marathonnerie, justement, c'était ma première année de trail et c'était sur un 42 kilomètres et j'ai dû m'arrêter sur le coin j'étais première et je voulais pas perdre du temps, donc je me suis arrêtée carrément sur la route, quasiment en plein milieu pour faire pipi, quoi. Mhm. Quand il y avait personne devant et derrière. Voilà, c'est des moments extraordinaires. Ouais, c'est sûr que c'est pas toujours évident de trouver le bon moment, surtout quand on joue la place. C'est stratégique. Extraordinaire dans le sens, c'est pas le meilleur moment, mais je veux dire, c'est un moment qui m'a marqué parce que je peux pas faire autrement, quoi. La pause pipi qui te semble la plus longue de l'histoire, non? J'imagine. Ouais. Hyper intéressant. Euh, depuis ton arrivée dans le trail en 2017,
voire un peu avant même. Est-ce que tu as senti une évolution comment tu vois l'évolution de cette pratique, de cette communauté, de cette discipline? Est-ce que tu la juges positivement? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Je trouve que le sport se professionnalise. Il y a de plus en plus de niveaux. Les marques sponsorisent de plus en plus d'athlètes et ils mettent de plus en plus les moyens pour en fait communiquer sur leurs produits, etc. Et donc, je le vois d'une manière positive parce que moi aujourd'hui, ça fait partie des choses qui me permettent de vivre de mon sport et en fait de continuer à performer. Tu es professionnel toi aujourd'hui? Tu es payé pour courir ou pas? Euh, Là, actuellement, cette année, oui. Alors après, l'année prochaine, je vais devoir renégocier mes contrats. C'était une année particulière parce que j'avais fait des jeux. Mhm. Par contre, ce qui est encore compliqué pour moi, c'est que mes sources de revenus ne viennent pas que d'un seul sponsor. Je dois vraiment multiplier en fait les partenariats avec plusieurs marques parce qu'aujourd'hui, je peux pas vivre tout simplement du sponsoring avec Oka. Clairement pas. Donc, je suis obligée de trouver plusieurs sponsors ailleurs. Mais en fait, la somme totale fait que j'arrive à en vivre. Oui. Comment tu fais du coup pour arriver à trouver des partenaires? Parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, ça, chez les élites non plus. On n'a pas trop de visibilité là-dessus. C'est comment tu crées des dossiers, tu vas Oui, démarcher. alors Ouais. je crée des dossiers et j'envoie aux marques Mhm, et enfin aux marques et aux entreprises, parce que j'ai des entreprises à l'île Maurice qui m'accompagnent aussi. mhm, Et donc j'envoie les dossiers c'est un dossier de plusieurs pages, hein, une vingtaine de pages, avec une présentation de moi, de mon palmarès, de mes objectifs à venir, euh, de ma communauté qui me suit sur les réseaux et de en fait toute la visibilité que je mets en avant. Je donne quelques exemples. Et ensuite, des actions que je propose à l'entreprise en contrepartie d'une dotation financière. Donc, voilà. mhm. Et Intéressant. après, c'est des négociations, en fait. Donc, j'envoie le dossier. Il y a un premier échange par mail ou en visio. Et ensuite, on avance et on construit ensemble quelque chose. Qu'est-ce que tu penses du sujet lié à la considération, on va l'appeler comme ça, des athlètes de haut niveau, euh, qui est peut-être plus, les athlètes de haut niveau qui sont peut-être plus considérés euh, lorsqu'ils ont des réseaux plus développés, une visibilité plus importante. Souvent, on a peut-être tendance à dire, et il y en a certains qui disent que il y a peut-être plus intérêt d'avoir une grosse communauté et des résultats moins bons que d'excellents résultats et d'être peu visible. Qu'est-ce que tu penses de ce point de vue? Aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas, oui, parce que ces personnes-là, en fait, elles ont suffisamment de pouvoir d'influence, on va dire, via le nombre d'abonnés, que ça fait que les marques sont attirées pour aller vers ces. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre le côté influenceur et le côté sportif. Il peut avoir en fait des influenceurs qui communiquent sur les marques, et du coup, ça doit être, à mon sens, un contrat influenceur plus qu'un contrat athlète. Il faut Mhm. distinguer le contrat athlète du contrat influenceur. Et pour moi, l'athlète, oui, aujourd'hui, il doit en fait être sur les réseaux parce que en fait, c'est l'image de marque d'une entreprise. En fait, l'entreprise, elle met les moyens pour que tu la représentes. Et il y a beaucoup de choses enfin, la plupart des choses se font en ligne aussi. Et il faut se mettre à la page et en fait communiquer pour que l'entreprise derrière elle ait un retour sur son investissement. Je vois un peu comme ça les choses quoi. Toi qui as fait Sur, beaucoup, sur- toi qui as fait beaucoup de Au cas, communication. pardon. Vas-y, excuse-moi. Je dis, au cas vendre des chaussures, c'est normal que, en fait, je représente la marque sur les courses, mais aussi sur les réseaux, en communiquant sur leurs produits, parce que derrière, leur objectif, eux, c'est de vendre, quoi. Mhm. Toi qui as fait des études en communication etc. Donc j'imagine que tu étais au fait de tous ces aspects et que ça te semble assez naturel. Est-ce que tu penses que ça a été un avantage pour toi, ces études-là et ta compréhension du système de manière générale pour être peut-être plus considéré par les marques ou avoir peut-être une approche plus convaincante auprès des marques. Bon, bien sûr, il y a les résultats, évidemment, hein, tu peux avoir
toute la meilleure communication avec les marques que tu veux, mais si tu n'as pas les résultats, je pense qu'elles ne te feront pas confiance. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé, toi, ta connaissance Je pense que mes études, oui, m'ont aidé, mais après, pour moi, ça vient plus du bon sens, quoi. Moi, quand une entreprise me sponsorise, ma manière de penser, c'est pas, en fait, qu'est-ce que je peux en tirer de l'entreprise ou de la marque, c'est qu'est-ce que moi, je peux lui apporter aussi, en fait. Pour moi, c'est une relation, en fait. Les partenaires avec qui je suis aujourd'hui, ce sont des entreprises que j'ai choisies. Si l'entreprise ne me convient pas, je ne vais pas signer un contrat avec elle. Donc c'est un échange, gagnant-gagnant en fait. Il y a forcément, eux ils vont me donner quelque chose, mais moi je leur dois quelque chose aussi quelque part, et ça vient plus de moi. C'est pas eux qui me le demandent, c'est même moi qui leur qui leur dit voilà, moi je peux faire ça pour vous, j'aurais aimé faire ça, ou voilà, parce que justement comme je te dis, c'est une relation. Très intéressant, c'est tout à fait juste. C'est souvent on a souvent un peu tendance à croire que les entreprises ou que les marques nous attendent, mais en fait elles nous attendent pas réellement, hein. C'est aussi il faut aussi être en mesure, et c'est le but aussi de la communication, hein. Et après, ce qui est vrai, c'est que par contre, ça prend beaucoup de temps, tout ça. Surtout si on a plusieurs sponsors. Moi, là, j'ai plusieurs sponsors, et même des fois, par exemple, après les JO, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de nouvelles de certains sponsors. Et c'est même moi qui suis partie vers eux en leur disant, voilà, j'ai donné des nouvelles, et je leur ai dit, maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette en place ensemble? Je suis disponible si vous avez besoin de quelque chose. Et voilà, je reste à leur disposition pour faire des choses pour eux, quoi. Mais il faut pas que ça vienne perturber aussi tes entraînements et ta vie d'athlète. Il faut que ça soit, il faut que tu le fasses, mais ça doit pas prendre la priorité et le pas sur tes entraînements. Justement, se trouver un juste milieu, quoi. Ouais, complètement. Justement, puisqu'on parle d'entraînement, c'est quoi la semaine d'entraînement de Marie? Alors, j'imagine bien évidemment que en fonction des périodes, ça doit un peu changer. Mais es-tu quelqu'un qui t'entraîne beaucoup, qui fait beaucoup de volume? Est-ce que tu privilégies plutôt la qualité? Si on va sur le terrain justement du coaching qui a l'air de t'intéresser particulièrement, c'est quoi ton approche par rapport à ta pratique? Beaucoup pour toi peut être peu pour moi, comme vice versa, donc ça veut pas dire grand chose. Moi, mes semaines actuellement en marathon, alors déjà, je m'entraîne quasiment 2 fois par jour, tous les jours, sauf le dimanche, et parfois le samedi, je fais juste aussi un seul truc. Mais ça peut être quand je double, ça peut être parfois des petits entraînements. Par exemple, après-midi, c'est juste une récupération de 40 minutes à pied, donc c'est pas grand chose. Ça peut être aussi 2 fois 1 heure dans la journée. Donc au final, ça fait du volume, et plus on s'approche, comme tu dis, de l'échéance et des moments clés, plus certaines périodes, je vais faire de kilomètres et de volume que d'autres. Ma semaine la plus élevée en marathon, là, ça a été 180 kilomètres sur la semaine. Mais ces semaines-là, elles varient. Déjà, c'était en stage, donc c'était particulier. Ça varie aussi du fait de si je fais ou non du vélo dans la semaine. Parce que il peut m'arriver de faire du vélo 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Et en fait, si j'enlève le vélo, que je remplace par la course à pied, je rajoute des dizaines de kilomètres en plus sur la semaine. Et donc, c'est pas trop représentatif du kilométrage, quoi. Et moi, je suis plutôt de l'école aussi, pardon, je te coupe. Mon coach, mes 2 coachs étaient comme ça. Donc, c'est Jean-Claude Valmer qui a pris la suite sur Pascal Balouchi. Jean-Claude Valmer qui est spécialiste marathon. Et lui, il est plutôt de la même école que Pascal. D'ailleurs, c'est Pascal qui m'a conseillé d'aller vers lui avant son décès. Et donc, il est plus à privilégier le qualitatif que le quantitatif et le volume. Hyper intéressant. Tout du moins, s'il y a du volume, ils sont Jean-Claude et aussi comme Pascal, un adepte du croisé. Toi, c'est quelque chose que le croisé, le vélo notamment, c'est quelque chose que tu fais pour le plaisir aussi. C'est quelque chose qui te plaît, ou tu te sens, c'est quelque chose que tu fais un peu forcé pas trop pour le plaisir. nécessité. Pas trop pour le plaisir, non. Enfin, c'est une activité sportive, donc forcément pour moi c'est du plaisir, mais ça prend plus de temps que la course à pied. Et donc, pour faire une récup, je vais rouler 1h30 ou 2 heures, alors que je préfère faire 45 minutes ou 1 heure en course à pied, quoi. C'est plus rapide, parce qu'aussi je veux faire autre chose à côté. Mais ça reste quand même un bon moyen de garder la motivation aussi, de diversifier ses pratiques.
et de changer un peu. Et de temps en temps aussi, je roule avec mon copain. C'est des moments partagés, des endroits aussi qu'on découvre parce que souvent on va faire des week-ends vélo et c'est chouette, quoi. Tu l'as dit tout à l'heure, enfin on en a parlé brièvement. Tu t'es lancé dans le marathon récemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as souhaité passer sur la route? Je crois que ça a été assez récent, il me semble. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de te mettre au marathon? J'avais déjà plusieurs records de l'île Maurice Mm. sur les différentes distances, du 5000 mètres au semi-marathon. Ouais. Et il me manquait le record du marathon qui était accessible. Ces records sur route, je les avais fait pendant mes saisons de trail. C'est-à-dire que voilà, j'ai toujours fait un peu de cross et de route pour préparer même des trails avec Pascal. Et là, le marathon, c'était la seule discipline où j'avais les capacités d'avoir le record national. C'était un record vieux de 30 ans. Et donc, Pascal m'avait dit, ben, ce serait chouette qu'on le fasse ensemble, que tu prépares ça. On mettra le trail de côté juste momentanément. Et en fait, au départ, j'étais assez réticente parce que je pensais que ça allait être un effort que j'aimais pas, enfin, que c'était un effort que j'aimais pas, mais au final, j'ai bien aimé la préparation. Et c'était aussi beaucoup plus facile au niveau logistique parce que comme j'habite à Montpellier, ben, en fait, c'est loin des montagnes. Mhm. Et c'était plus facile pour s'entraîner, le marathon. Et j'ai bien aimé les entraînements. Donc voilà, c'est parce que j'ai voulu aller chercher un record national sur la distance que j'ai fait mon premier marathon. Puis j'ai aimé ça, donc j'ai fait un deuxième. Puis il y avait l'espoir des JO, donc j'ai essayé de me préparer en me spécialisant dedans et en délaissant complètement le trail. Et donc voilà. Je crois que pour te qualifier pour les JO, tu fais un joli marathon de Valence, il me semble, en 2023. Ouais, Je dis pas de bêtises, euh, tu fais un 2h26 sur le marathon de Valence, c'est ça? Donc, ils donnent ton ticket pour le ouais, marathon des JO, quoi. C'est ça? voilà, c'est ça. Hmm. Euh, Marathon des JO, donc représentante mauricienne. Donc, tu es la seule représentante Exactement. mauricienne des JO? Tu étais? Sur marathon, oui. Ouais, sur Après, marathon. sinon, on était une délégation de 13 athlètes, tous sports Comment, confondus. est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur cette expérience des JO de Paris qui a dû être incroyable? Expérience incroyable, comme tu dis, à tous les niveaux. Déjà au niveau du village, c'était juste un village immense avec, c'était une mini-ville en fait, des bâtiments enfin, des appartements pour loger les différents pays, une boulangerie, un restaurant ouvert 24 heures sur 24, une petite clinique avec la possibilité de passer des IRM, Mhm. un dentiste, un docteur, voilà, le côté physio aussi, des supermarchés, enfin vraiment le truc incroyable quoi, que tout le monde a dû voir sur les réseaux. Mhm. Il y avait même un salon de coiffure, centre de tatouage et tout pour te dire. Donc c'était vraiment, tu te baladais à vélo dans le village. Mhm. Voilà, c'était la petite parenthèse pour le village qui m'a vraiment impressionnée. Et après, sinon, sur tout, la logistique, l'organisation, c'était vraiment rien à dire, quoi. C'était fluide, rapide, la bonne humeur des gens, des supporters, des gens dans Paris, en fait, c'était rare. Mhm. Et après, l'engouement du public et des supporters, de l'ouverture des jeux, voilà, c'est vraiment un souvenir inoubliable. Et après, d'un point de vue un peu plus sportif, je crois que sur le marathon, tu fais 2h34. Alors, il y avait quand même pas mal de dénivelé, hein. Je crois qu'il y avait aux alentours Ouais, de il y 4 ou avait 500 de dénivelé. 350, dans Ouais, les 300. 350 à peu près de dénivelé. Mhm. C'était principalement entre le 15e et le 30e kilomètre. Donc Mhm. sur 15 kilomètres, on prenait tout le dénivelé. Et donc, vraiment, j'ai pas regardé le chrono du tout pendant la course. Je savais que, dans tous les cas, c'était pas une donnée que j'allais regarder parce que le parcours était pas plat. Et j'ai fait plutôt aux sensations et au cardio. Et j'ai eu la surprise de voir 2h34 à la fin parce que j'ai vraiment pas regardé le chrono. Et du coup, je suis contente. J'avais pas d'objectif de chrono parce que je savais que c'était trop compliqué à gérer en fait son allure sur le parcours. Mhm. Donc voilà, je pense que j'aurais pu le descendre encore un petit peu, mais
moi, j'ai vraiment profité de ma course, du public, j'étais en gestion tout le long et surtout, je gardais un peu sous la semelle pour pouvoir rattraper les filles sur la dernière partie de course qui est 10 km de plat. Mhm. Après toute l'ascension et c'est là principalement où je suis remontée progressivement. J'ai rattrapé beaucoup de monde pour finir 54e. Et j'aurais imaginé que ce soit sur la partie un peu plus cassante que tu aies tiré ton épingle du jeu, mais c'est après cette partie-là donc. Est-ce que tu penses que c'est lié à tes qualités de vitesse ou au fait que c'est qui a moins l'habitude du relief ont un peu explosé? Tu penses que c'est quoi la cause? Ouais, je pense que c'est un ensemble de tout. Déjà, moi, je suis partie relativement prudemment parce que je Mhm. savais que justement sur cette partie-là, ça allait craquer après en fait le dénivelé, les montées, les descentes. Et je pense qu'aussi j'ai une mémoire musculaire liée au trail qui fait que c'est peut-être mieux encaisser les descentes. Et en fait, vraiment l'enchaînement montée, descente, c'était pour les muscles, c'est hyper difficile. Mhm. Et je pense que ce côté-là, ça m'a plutôt bien avantagé. Je savais que sur la fin, il y a beaucoup de gens qui allaient avoir les jambes cassées pour pouvoir relancer justement sur du plat. Et du coup, c'est là où j'ai pu tirer mon épingle du jeu, quoi. Quel effet ça fait d'arriver sur le marathon des JO? Quelle sensation tu en retires? Quelle sensation, beaucoup de fierté. Euh, J'étais très heureuse d'être là aussi. Je peux pas pu m'empêcher de sourire sur le départ, mais même sur tout le long de la course, en fait. Euh, Moi, clairement, déjà, j'étais sur la ligne de départ, j'étais devant la ligne, enfin, sur la première ligne, en fait. Donc, je voyais, en fait, la venue du départ. Je voyais tout ce qui se passait, quoi. Et les premiers kilomètres, je les ai fait devant parce que, en fait, c'est parti très lentement. On était à 3,35, 3,30 au kilo pendant à peu près 4 kilomètres. Et il n'y a pas eu vraiment un peloton. Les compétitrices se sont avancées, en fait, comme un mur, en fait, on s'est avancé. Et donc, je voyais tout ce qui se passait. On me voyait à la caméra aussi. Donc, j'étais hyper contente. Et en fait, vraiment, je j'ai vécu ce départ et même toute cette course comme waouh, quelle chance t'as d'être là. C'est juste réalise ce que tu fais. Je regarde les gens, je salue les gens. Je vivais vraiment pleinement l'expérience, plus que de penser à la position, au chrono ou quoi. J'étais juste remplie de joie en fait. T'en as parlé tout à l'heure, t'as couru aux sensations. Si on revient un petit peu sur la partie coaching, la partie approche physio, physique, etc. Toi, sur les trails, si on sort un petit peu de la partie marathon, sur route, sur les trails, c'est comment tu fonctionnes au niveau de ta gestion de l'intensité. Tu es plutôt au cardio, plutôt aux sensations. C'est quoi ton approche? C'est un mix entre le chrono et le cardio et les Mhm. sensations. Ok. C'est-à-dire que j'ai des chronos à faire sur une séance. J'essaye si je me sens bien et que les chronos passent bien, j'accélère un petit peu plus. Et en fait, je regarde toujours, je contrôle. En fait, je fais une corrélation entre mes sensations, le chrono et le cardio. Mhm. C'est-à-dire que quand tout va bien, en fait, je me fie à mes sensations, donc j'accélère. Je vérifie le cardio pour voir si effectivement je suis dans les zones que je veux travailler. Et par contre, quand je suis mal, typiquement la semaine dernière, j'ai fait une séance horrible. C'était des 400 mètres. Et en fait, je devais les passer en 1,20. Donc c'était une séance un peu reprise. Enfin, j'avais déjà fait plusieurs séances reprises, mais ça faisait partie de mon plan de reprise, voilà. Et j'ai pas trop réussi à tous les passer en 1,20, alors que c'est des chronos que normalement mes 400 je les fais en 1,15, tu vois. Mhm. Et là, je l'ai passé en 1,20, 1,21, 1,22, même parfois sur la fin 1,24. Et en fait, mes sensations, c'était horrible. Les chronos, c'était catastrophique. Et par contre, du coup, là, je me détachais du chrono parce que je voyais que par rapport à mon cardio, je travaillais quand même dans les zones Mhm. que je devais travailler. Donc au final, le chrono et la vitesse, ça reste anecdotique dans ces situations-là. Je me dis, en fait, tant que tu travailles dans tes zones, c'est pas grave si tu es à 15 km/h, 16 km/h ou 20 km/h. Donc voilà, je fais un peu en fonction des trois, quoi. C'est hyper intéressant. C'est aussi une approche que j'ai et qu'on a nous. Cette approche multicanal, hein, surtout en trail où c'est difficile aussi d'avoir des repères bien fixes.
Et puis on le dit souvent, mais chaque comment dire paramètre de l'effort, de l'intensité a ses limites aussi. Hein. Le cardio, il peut fluctuer. La sensation, en fonction de l'environnement. Au départ, on a l'adrénaline, donc le cardio, il est un peu faussé aussi, en fonction de la chaleur. Les sensations peuvent être perturbées, etc. Donc, c'est intéressant cette approche, comme tu dis, avec plusieurs outils, quoi. C'est quelque chose que Après, c'est vrai que c'est quelque chose que je peux faire sur piste et sur route parce que j'ai vraiment des chronos respectés. Mais c'est vrai que quand je m'entraînais pour du trail, là, si tu dois faire 3 fois 8 minutes en montée à bloc, là, t'as pas de repère de chrono, t'as que le cardio et les sensations. Donc, c'est vrai que, et après, c'est bien moins précis que la piste. C'est-à-dire que sur mes 8 minutes en côte, en trail, parfois, il y a des moments, mes 8 minutes, c'est long, il y a des moments où, en fait, je peux relâcher un peu mentalement et physiquement, donc ralentir sans le réaliser. Et du coup, je reste quand même dans des zones hautes, mais peut-être que je suis un pulse ou deux pulses de battements par minute plus bas que ce que je devrais, et je le réalise pas. Alors que vraiment sur la route et sur la piste, c'est les 8 minutes, je dois les faire en 3,25 au kilo, donc à une certaine allure. Et là, vraiment, je sais que c'est beaucoup plus maîtrisé. Donc, sur la route et sur la piste, on maîtrise un peu plus je trouve le ressenti, voilà, le cardio, quoi. Tout à fait, ouais, intéressant. Pour revenir un petit peu et faire le lien entre JO et trail, tu sens venir la question qui tue. Hein. Déjà, toi, est-ce que tu penses que ça serait une bonne chose pour le trail qu'il soit sélectionné comme sport aux Jeux Olympiques? Et est-ce que tu penses que tu pourrais être une belle représentante de l'île Maurice éventuellement au JO dans le cadre du trail? Et dernière question, est-ce que tu comptes aussi faire un autre marathon olympique? Alors, plusieurs questions. La première, c'est oui, je pense que le trail a vraiment sa place aux Jeux Olympiques. Il y a des championnats du monde, il y a des championnats nationaux. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de trail aux Jeux, en fait? Au JO, il y a d'autres disciplines où, en fait, c'est même des interprétations subjectives d'une performance. Donc voilà, je pense que le trail a clairement sa place et même aujourd'hui, il y a les moyens, en fait, de sélectionner, en fait, les athlètes sur des championnats ou des choses comme ça, comme en athlétisme. Donc, je pense j'espère que dans 4 ans, ou sinon dans 8 ans, ce sera d'actualité. Est-ce que j'ai un prochain marathon? Tu parles olympique? Olympique, ouais. Olympique, 4 ans, c'est long. Mais je garde dans un coin de ma tête, oui, les prochains jeux, quoi. Après, voilà, comme je te dis, j'ai 29 ans. Je veux continuer à courir, je veux continuer à performer. Pour le moment, je pense aux prochaines courses et je pense pas aux jeux. Voilà. C'est un peu ça reste dans le coin de ma tête, mais voilà, c'est tellement loin que en fait, je pense d'abord à mon prochain marathon, à ma prochaine course. Et en fait, c'est un peu la technique des petits pas. En fait, je fais une chose après une autre et en fait, je me donne toujours à fond. Et en fait, au final, peut-être que ça m'emmènera au prochain jeu. Donc, l'avenir me le dira. Et justement, puisque tu parles des prochaines échéances, c'est quoi la fin de saison 2024 et le début de saison 2025? C'est quoi? Qu'est-ce qui est au programme pour toi? Alors là, normalement, j'avais pas prévu mon calendrier jusqu'à l'heure sur la fin de saison parce que je savais pas ce que j'aurais envie de faire. Et après, à la reprise, là, j'ai eu vraiment envie de repartir sur un chrono, sur un semi et sur un marathon. Ça m'a motivé. J'ai eu un dossard pour le semi-marathon de Valence. Pour le moment, moi, si je vais là-bas, c'est pour faire un gros chrono. Et pour le moment, comme je suis encore, comme la reprise est plus lente que ce que je pensais, je sais pas encore si je m'alignerai sur le semi de Valence. En tout cas, je ferai le marathon de Valence en décembre. Ça, c'est une course qui me plaît bien, qui me motive et en fait, je le prends vraiment dans une optique bonus. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai déjà un peu rempli les gros objectifs de la saison avec les jeux et d'autres échéances. Là, j'ai vraiment envie de
prendre des risques et surtout prendre de l'expérience. C'est-à-dire que jusqu'à l'heure, quand je faisais des marathons, je devais toujours assurer un chrono. C'était par palier, mais je voulais faire le record de Maurice, donc je devais assurer une allure précise pour pouvoir réaliser mon record. Ensuite, j'ai voulu descendre un petit peu le chrono sur un marathon. Là, j'ai couru un peu aux sensations. Ensuite, j'avais un objectif, c'était de faire vraiment en dessous de 2h30 sur le marathon. Donc, pareil, il fallait toujours que je respecte une allure. Puis, finalement, les minima. Donc, il fallait que je respecte l'allure pour réaliser les minima. Et comme je savais pas encore si je pouvais, en fait, si j'étais capable de le faire, il fallait vraiment jouer la sécurité. Là, l'idée, c'est en fait s'inscrire au marathon de Valence, faire vraiment pas trop regarder le chrono, faire aux sensations, et en fait prendre des risques. Si ça marche, je ferai un super chrono. Si ça marche pas, je connaîtrai un peu plus mes limites, je connaîtrai un peu plus mes sensations. Je gagnerai de l'expérience sur la discipline, sur l'alimentation, sur l'hydratation et les sensations. Et donc voilà. Et après, au niveau mental aussi, c'est pas quelque chose qui me stressera ou j'aurai de la pression. J'ai plus quelque chose à gagner que quelque chose à perdre. Donc voilà, ça c'est ma philosophie sur ma dernière course de la saison. C'est hyper inspirant, moi. C'est une approche que je partage énormément. C'est-à-dire que quand on connaît pas un format ou qu'on n'est pas forcément hyper expérimenté sur un type de course, je pense que ça vaut quand même le coup dans les premiers essais, tout du moins d'être très humble et d'être moi ce que j'appelle en mode découverte. Alors toi, c'était pas en mode découverte, hein, parce qu'on est sur des hauts niveaux de performance quand même, mais je suis assez aligné avec ce que tu dis et cette approche est hyper intéressante. Et le trail dans tout ça, Marie, ça en est où aujourd'hui? Est-ce que tu as des objectifs à moyen terme? À court terme, là, non. À moyen terme, je sais pas, mais mon coach, Jean-Claude, il est spécialisé sur marathon. Là, actuellement, j'habite à Montpellier, donc c'est vrai que pour que s'entraîner pour du trail, c'est plus compliqué ici. Et donc, pour le moment, j'ai encore envie aussi de descendre mes chronos sur marathon et sur semi-marathon. Je pense qu'il y a des belles choses à faire et des belles choses à aller chercher. Et au niveau auquel je suis arrivée, je peux pas me permettre de préparer du trail et de la route en même temps parce que je pourrais plus améliorer mes chronos sur route si je fais du trail à côté. Donc, je dois faire un choix pour le moment et mon choix à court moyen terme, c'est de continuer à faire de la route. Et après, j'ai tout mon temps pour revenir sur du trail parce que c'est une discipline que j'adore la nature. Ça te manque? Et ça me manque, oui, un peu quand même. Enfin, oui, beaucoup. Surtout de courir en nature. Ouais. Et après, j'ai tout le temps de revenir sur du trail, en fait. J'ai presque envie de dire qu'en trail, il n'y a pas de limite d'âge, alors que sur la route, bon, il y a des cas exceptionnels, mais c'est vrai que plus tu vieillis et plus c'est compliqué de faire des gros chronos. Donc, je préfère profiter aussi de ma jeunesse, entre guillemets, pour améliorer mon niveau. Et donc, voilà, quoi. Intéressant, très intéressant. T'as l'ultra ou le trail long, c'est quelque chose qui t'intéresse? Tu sens que passer du temps longtemps en montagne ou en nature, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable dans l'avenir ou toi, t'es vraiment quelqu'un qui aime quand Non, ça dépose, quoi. en fait, moi, j'aime la compétition. Donc, pour faire sur des non-formats comme ça, il faut que je sois capable de rivaliser avec les meilleurs. Et donc, il faut que je m'entraîne dans un terrain approprié suffisamment. Et donc, aujourd'hui, c'est ça, c'est plutôt ça ma limite pour m'entraîner, en fait, pour de l'ultra. Je dis pas qu'un jour je le ferai pas, peut-être même qu'un jour je le ferai aussi juste en mode plaisir sans penser à la performance. C'est quelque chose que j'ai peut-être aussi plus tard, mais bien plus tard que je ferai. Mais pour le moment, j'ai d'autres objectifs et du coup voilà, c'est comme je te dis, c'est plutôt la logistique aujourd'hui qui m'empêche en fait de réaliser ça. En fait, si j'habitais en montagne, la question se serait moins posée. J'aurais pu partir tous les matins, tous les après-midi, courir en montagne, le week-end, faire des heures en montagne. Là, c'est différent. Il faut que je prenne la voiture pour aller en montagne, que je passe des heures en montagne, puis que je revienne. Donc voilà, c'est aussi un sport solitaire comme ça quand tu vas faire plusieurs heures en montagne seul. En fait, c'est du moment que tu passes pas avec ton conjoint ou ta conjointe.
que je passe avec mon copain. Et donc, du coup, voilà, le marathon, pour le moment, ça me convient bien. Je prends mes baskets, je ferme ma Mhm. porte et je pars. Ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis. On entend dans tout ce que tu partages que pour toi, la spécificité de l'entraînement, l'environnement spécifique est hyper important. Je suis assez aligné avec ça. Bien qu'on voit quand même qu'il y a des gens qui s'entraînent pas forcément en milieu montagnard et qui arrivent quand même à performer sur des Ouais, trails, sur bah, des trails longs, etc. c'est ce que je faisais à Toulouse aussi, mais du coup, c'est plus difficile d'avoir un équilibre social à côté, parce Mhm. que bah moi, en fait, si vraiment je le voulais, oui, je l'aurais fait. Mais ça veut dire que le samedi matin, je pars de chez moi à 6 heures, je prends la voiture 1 heure, je vais faire 3-4 heures en montagne, je reviens, je suis explosée, je peux rien faire. Mhm. Le soir, je me couche tôt, le lendemain, je refais exactement la même chose. Et en fait, si tu as quelqu'un dans ta vie qui partage ça avec toi et qui le fait en même temps que toi, ben, c'est plus facile. Mais sinon, je vois plus mon copain, ma famille. Et Mhm. aujourd'hui, moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin, en fait. Et j'ai trouvé aussi mon épanouissement dans la course sur route. Donc, pour le moment, ça me plaît. Peut-être que demain, si je déménage en montagne, c'est quelque chose que j'envisagerai. Mais pour le moment, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Tout à fait. Bah, très très intéressant comme point de vue et c'est le point de vue qui est à toi qui est le tien donc qui est respectable hein, dans tous les cas. Est-ce que on va arriver gentiment à la fin de notre échange. En tout cas, je pense que c'était hyper passionnant tout ce partage d'expérience. Est-ce que tu souhaiterais me conseiller quelqu'un en tant qu'invité du podcast qui viendrait là en lien avec le trail bien sûr, quelqu'un que tu connais. Alors il y a eu beaucoup En d'invités. lien avec le trail, alors, je connais plusieurs personnes. Ouais, c'est difficile de choisir. Euh, je pense Audrey Tanguy qui a accouché il y a pas longtemps. Ou alors, donc voilà, donc, comment ça se passe sa reprise, etc. Ça Mhm. fait longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles. Qui est chez Oka aussi, ou Mhm. alors pourquoi pas Anne-Lise Rousset aussi, parce Mhm. que je trouve quand même, donc si elle écoute ce podcast, que c'est quand même incroyable ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle arrive à jongler entre sport de haut niveau, vie familiale et en fait son boulot, parce que justement elle travaille à temps plein. C'est quelque chose qui est hyper dur et voilà, c'est très Mhm. respectable et voilà, pour moi, c'est juste quelque chose où je trouve vraiment, C'est inspirant quoi. alors, Ça ouais, t'inspire. euh, je sais pas si ça m'inspire dans le sens où je trouve très courageux et très Mhm. énergivore, etc. Après, moi, je pense que c'est quelque chose je sais pas si je serais capable de faire ça, en fait. Mhm. Dans ce sens-là, oui, ça m'inspire. C'est super fort ce qu'elle fait, pouvoir jouer sur les trois plans. Et ce serait intéressant justement d'écouter comment est-ce qu'elle voit les choses, quel est son quotidien et arriver à ce niveau-là en faisant tout ça, c'est juste incroyable, quoi. Mhm. Il y a eu, j'ai reçu Audrey il y a bien longtemps à l'époque, mais c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir son point de vue, Audrey. Audrey, je te recontacte très prochainement, donc à la demande de Marie. Puis Ouais, Annelise, on sait qu'elle a eu, elle a besoin de souffler là, j'ai l'impression, Annelise, ouais, par rapport au ouais, trail. Donc je ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est compliqué aussi d'arriver à ouais, tout mener de aussi. front. Euh, mais effectivement, Ouais. ce sont deux personnes. Oui, mais comme tu dis, c'est deux personnes qui m'inspirent Mhm. et voilà, qu'on connaît toutes. Donc, ouais, ça me fera de l'entendre et voilà, d'entendre Audrey si tu arrives à avoir un podcast avec elle. Elle pourra parler notamment, c'est très intéressant, de maternité, Mhm. de trail, quoi, et de reprise de l'entraînement. Voilà, comment est-ce que j'ai vu qu'elle continue à s'entraîner pendant sa grossesse. Mais bon, Mhm. elle t'expliquera tout ça et on écoutera avec joie. Carrément. Est-ce que tu souhaites aborder un dernier sujet, Marie, dont on n'aurait pas parlé vas-y, je t'en prie, hein, ou pas faire passer un message ou ce que tu veux. Non, un dernier sujet, non, peut-être passer un message. Donc oui, remercier toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'ont soutenu et qui me suivent sur les réseaux ou même ailleurs Mhm. pour tous leurs encouragements. Donc c'est vraiment super d'être autant porté. Et donc moi je reçois aussi que des messages bienveillants, donc ça c'est chouette.
Et donc, merci pour tout ce soutien-là, quoi. C'est cool. Bon, parfait. On va passer aux questions rapides. Allez, des réponses courtes et sans arguments. Tu es prête? Ouais, Allez, ton plat favori après la course? pizza, Boisson favorite après la course? bière, Question piège, tu préfères le trail ou la course à pied? la course à pied, c'est du trail. Euh, le trail, c'est de la course à pied, pardon. Ouais, et inversement, proportionnel. Tu as dit bière juste avant? Ouais. Ah, j'avais pas capté. C'est rare je crois que t'es la première à me dire bière. Non, c'est Dans la intéressant. bière, ouais. En tout cas, il y en a pas beaucoup. On dit souvent ceinture ou coca, mais bière, intéressant. T'es plutôt minimaliste ou maximaliste dans le matériel? Minimaliste. T'es plutôt renfo ou apéro, toi? Renfo. Après Euh, l'apéro. Après l'apéro. Ouais, ça marche. Avant l'apéro, pardon. T'es plutôt grosse Je suis rafale de fatiguée vent? aussi. C'est le renfo, ça. T'es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Grosse affaire de pluie. T'es plutôt racine ou verglas? Racine. Tu préfères, lors d'une course, tu préfères partir avec deux chaussures gauches ou avec un bras attaché dans le dos? Un bras attaché dans le dos. Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou rien du tout? Ou bruit de la nature? Ça dépend. Les 3. Les Les trois. 4. Tu préfères le marathon, ça revient un petit peu à la question d'avant, ou le maratrail? Actuellement, le marathon. Le marathon. Bon, parfait. Et dernière question, tu préfères courir seul ou accompagné? Accompagné. Accompagné. Bon, Marie, c'était cool. Merci énormément. On a appris plein de choses sur ton parcours, sur aussi ta vision du sport. Je trouve que c'est hyper aussi inspirant de se dire que il faut aussi prendre en compte l'équilibre de vie, même quand on est athlète de haut niveau. Et ça, je trouve ça cool parce que voilà, tu fais ce que tu as envie de faire et en fonction aussi de ton équilibre pro, perso, etc. Donc c'est vraiment, je te remercie pour tout ça. Merci à toi de m'avoir reçu et c'était un plaisir d'échanger. J'espère que les gens apprécieront ce podcast et voilà, comprendront mon petit accent aussi si j'en ai un. Des Ouais, fois, je prononce pas. Ouais, je suis habitué. pas bien, c'est vraiment. Voilà. Bon, Marie, en tout cas, c'était vraiment très très chouette. Je te remercie du fond du corps et puis je te souhaite une bonne continuation sur le bitume et pourquoi pas sur les chemins. Bah ouais, clairement. Merci, ciao, ciao. Ciao, À ciao. bientôt. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Marie Perrier, que je remercie énormément pour le temps qu'elle a accordé au Let's Try Podcast. Si tu souhaites nous rejoindre sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Tu peux également me rejoindre à titre personnel sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guéneuf. Si tu veux aider le LTP, n'hésite pas à te rendre sur les deux seules plateformes sur lesquelles il est possible de noter les podcasts et de mettre un petit commentaire que sont Spotify et Apple Podcasts, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux vraiment faire en sorte d'aider le LTP, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi à 2 personnes à minima. C'est ce qui permettra de faire en sorte que ce podcast soit le plus diffusé possible. Et enfin, vraiment, si tu as conscience de la richesse qu'apporte le LTP dans ta pratique ou dans ta vie de tous les jours et que tu es conscient également du travail qui est fourni pour produire ce contenu, eh bien n'hésite pas à te rendre sur la plateforme de soutien participatif des créateurs de contenu Patreon pour soutenir le LTP à partir de quelques euros par mois. Et bien rendez-vous sur Patreon, patreon.com/Let's Try le podcast. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut, salut! Ça donne envie ce que tu dis là, qu'est-ce que tu retiendrais sans pour autant spoiler l'histoire de tout cet ouvrage là? Écoute, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, il y a une diversité des personnages qui est assez importante, et puis il y a aussi une diversité des sujets et des thèmes qui sont abordés. Donc au niveau des personnages, bien sûr, on va parcourir chapitre après chapitre, kilomètre après kilomètre, les États-Unis avec eux, et on va apprendre à les
les connaître de plus en plus, on va s'attacher à eux forcément. C'est souvent le secret d'un bon roman. Et donc au niveau des personnages, le principal c'est Charles Flanagan, qui est un businessman d'une 40aine d'années, qui organise la course. Un personnage assez atypique. Il essaye de faire fortune dans le monde du sport et du spectacle depuis pas mal de temps. Il n'y est jamais vraiment arrivé. Là, c'est vraiment un gros pari pour lui puisque, comme on l'a dit, une très très grosse organisation. Et puis, on se doute bien qu'il va se retrouver avec pas mal de bâtons dans les roues. Au niveau des athlètes, on a un Écossais qui est un sprinter à l'origine, amateur, mais un très bon sprinter, qui est originaire de Glasgow et travaille sur un chantier naval. Il se fait licencier, il se retrouve à travailler dans une mine, puis il se fait à nouveau licencier à cause de la crise. Quand il entend parler de cette course, son copain et un peu entraîneur lui dit vas-y, faut que tu y ailles, on va se cotiser pour te payer l'entrée, te payer le voyage et puis tu vas là-bas. Et donc il va s'entraîner pour un ultra endurance run, alors que lui à la base il court du 100 mètres. T'as un coureur mexicain aussi, Juan Martinez, donc lui c'est moins marrant, moins sympa parce que il vient pour sauver son village de la famine. Le village est en proie à la disette depuis un petit moment et puis pareil, avec les quelques ressources qu'il leur reste, il se cotise pour l'envoyer aux États-Unis. Le but c'est clairement de gagner un maximum d'argent sur les courses d'étapes